Salut tout le monde et bonne année si vous écoutez ça en début d'année 2026 en l'occurrence. Sinon, ben salut. Christian Maltais, pourquoi c'est bon? Et aujourd'hui, je vous présente mon audacieux programme de lecture pour l'année 2026. Je tousse encore, je vous préviens, ma petite grippe. Mais c'est ça, donc j'avais un certain nombre de projets de lecture dans les années précédentes, l'année passée, le projet philo, ça continue. J'ai aussi, bref, je vais vous expliquer aujourd'hui essentiellement ce que j'ai l'intention de lire cette année. Si vous voulez suivre à la maison, ça va me faire un grand plaisir, évidemment. Si vous voulez lire ces livres en même temps que moi, éventuellement, je mettrai tout ça sur Substack et au Patreon. Mais c'est ça, puis comme vous allez voir, c'est une liste assez audacieuse, mais j'ai aussi un genre de plan que je vais vous expliquer pour m'aider là, à parvenir au bout de cette... je ne veux pas placer une résolution parce que les résolutions, on les fait jamais, puis ça, j'ai l'intention de le faire. Mais comme vous allez voir, c'est très audacieux. Bref, qu'est-ce qu'on va lire et comment est-ce que j'espère atteindre cet objectif d'un optimisme déconcertant? En l'occurrence, commençons par ça. Quel est l'objectif? Ben, ma liste de lecture pour 2026, elle fait, je crois, laissez-moi regarder, je me suis fait un fichier Excel, elle fait pour l'instant 114 livres. Donc je prévois lire pour l'année qui vient 114 livres. Alors là-dedans, il y en a un qui fait que 30 pages en vérité. Bon, c'est ça parce que j'ai même pas l'intention de le lire au complet, mais je l'ai mis dans la liste. C'est juste 30 pages que je veux lire. Mais pour les autres, c'est ça, il y a des Pléiades là-dedans, il y a des multiples briques de 1500 pages. Donc au final, c'est ça. Ça nous fait un total de c'est ça, 114 livres et pas loin de, je pense, 50 000 pages en tout, 40 000. 40 000, 42 000 pages. Et pour vous vendre la mèche, ça veut dire qu'il faut lire environ 500 pages par semaine. Environ, en fait, non, c'est pas 500, c'est environ 800 pages par semaine. Oui, ça ressemble plus à ça. Et environ 115 pages par jour, donc. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, avant d'aller plus loin, je vais vous dire que pourquoi est-ce que je dis que c'est audacieux? Ben, parce que clairement, c'est beaucoup, mais parce que aussi, c'est ma 7e année là, que je fais 7e année où je fais le suivi de ce que je lis dans mon fameux fichier Excel. Et j'ai commencé en 2019. Et ma plus grosse année à date, je pense que c'est 46 livres. Le plus haut chiffre que j'ai atteint, c'est 46 livres. Je ne comptais pas les pages au début, là, mais fait que c'est ça. Ça fait qu'en vérité, bon, puis l'année passée, je pense que je n'ai lu 36 en tout, environ 8 à 10 000 pages. Donc, 8000, je pense. Donc, cette année, en vérité, je prévois lire le triple de ce que j'avais lu l'année dernière, principalement de la philo, mais aussi beaucoup de science-fiction, de livres d'histoire. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant, parce que le gros fun de la vidéo, ça va être de regarder les livres, là, parler des bouquins, puis voilà. Donc, mais parce que je veux vraiment le faire, c'est ça, je me suis fait ce fichier Excel, puis j'ai fait le calcul des mots dont je vous parlais, qu'il faut que je lise par jour, puis par semaine, avec l'idée que c'est ça, ça me donne une manière de faire le suivi de ce que j'ai besoin de lire en vérité pour atteindre l'objectif. Puis comme j'ai mentionné, ça fait plusieurs années que je m'entraîne en quelque part. Puis bon, dans mon entraînement, il y a eu des échecs lamentables. Il y a une année, j'ai lu 7 livres, là, je m'en vante pas, mais... Bon, c'est 7 de plus que ben du monde, vous me direz, mais c'est scandaleux, là. Lire 7 livres, comment peut-on? Bref. Puis l'année dernière, c'est ça, j'avais commencé donc vraiment le plan plus sérieux de lire de la philo, entre autres, il y a d'autres auteurs, là, mais principalement de la philo. Puis j'ai échoué dans mes objectifs. J'étais quand même content d'avoir lu ce que j'ai lu, là, mais la vérité, c'est que l'année dernière, il y a eu 2 périodes qui, mises ensemble, ont cumulé environ 6 mois, en tout et partout, où j'ai rien lu du tout, pour différentes raisons. Puis une des raisons, c'est que la République de Platon, j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé ça, comme on dit, plate à mort. Il écrit bien,
Platon écrit magiquement bien. D'ailleurs, là, il y a beaucoup de métaphores sur la magie dans ses œuvres, mais ça, c'est un sujet pour notre jour. Et c'est ça. Puis Platon, ben c'est ça, les métaphores de la caverne, c'est super intéressant. Évidemment, l'allégorie de la caverne, bien connue. Puis dans la République, il y a des tonnes de passages qui sont très, très bien écrits comme ça. Puis, règle générale, bon, dans l'œuvre de Platon, il y a des passages absolument sublimes. L'apologie de Socrate, c'est transcendant. C'est dans les plus belles affaires que j'ai lues de ma vie. Là, dans le top 3, à beaucoup de points de vue, des trucs les plus touchants que j'ai lus de ma vie. C'est vraiment très, 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 très bon à tous les niveaux, l'apologie de Socrate. Au niveau littéraire, puis au niveau humain, de ce qu'on ressent en lisant, c'est très profond. Mais, c'est ça, Platon, c'est quand même un penseur qui est moins à mon goût à moi. C'est ça. Puis quand je suis arrivé à la République, là, qui est une brique ça d'épais, ben c'est ça. À un moment donné, ça a un peu brisé mon momentum, puis il me manquait des livres dans l'autre. J'étais rendu à Aristote. D'ailleurs, je suis toujours en train de lire Aristote. J'en reparle dans un instant. Et c'est ça. Un ensemble de circonstances comme ça font que j'ai un peu débarqué là, de mon programme. Puis, comme vous le savez, ben c'est ça. Quand on se fait un programme, tant qu'on le suit, ça va bien, mais quand on commence à sauter des journées, c'est là où est-ce que finalement les jours deviennent des semaines et deviennent des mois, et on s'amasse que c'est ça, ça fait 3 mois qu'on n'a rien lu, on voulait lire à tous les jours, puis là c'est difficile de rembarquer sur le bicycle. Mais bon, ça fait partie du processus, puis de l'apprentissage de ce qu'on peut appeler l'autodiscipline. C'est pas une expression que j'aime beaucoup parce que c'est lourd de jugement, en vérité. Puis moi, je trouve que quand on veut se discipliner, en vérité, c'est drôle à dire, mais quand on cherche à se discipliner, l'idée qu'on doit se discipliner m'apparaît souvent contre-productive, précisément parce qu'on a cette voix intérieure, je sais pas vous, là, mais on peut avoir, certainement moi, cette voix intérieure qui nous juge, en vérité, puis qui dit comment ça se fait que t'écris pas 10 000 pages par jour, pourquoi est-ce que t'as pas lu 300 livres cette année, et où est ton prix Nobel de littérature et de médecine et de physique, là, comment ça se fait que t'as pas encore tes prix Nobel, ce genre de discours-là intérieur qui nous met des objectifs inatteignables, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette voix intérieure qui semble vouloir nous encourager ou nous aider à atteindre nos objectifs, mais qui a un effet complètement contraire, c'est ça. Puis moi, je trouve souvent que pour des projets comme ça, où on cherche à lire beaucoup, par exemple, puis particulièrement si on part, parce que moi, encore une fois, je me confesse, moi, je suis comme bien des gens, ma concentration ces temps-ci, c'est un peu moyen. C'est ça. Puis il y a ça qu'il faut surmonter. Puis je vous confirme, parce que je l'ai fait l'année dernière, que quand on commence à prendre l'habitude de lire régulièrement, je vous rassure, ça revient. OK? Mais ce déficit d'attention collectif dont nous souffrons tous présentement en cette ère de téléphone et de médias sociaux et que sais-je encore, puis de sursollicitation, sans parler du stress mondial qui est hallucinant à tous les points de vue, ben c'est ça, tout ça fait que, c'est ça, écouter une vidéo d'une demi-heure, des fois on trouve ça long, sauf les miennes évidemment. Mais bon, bref, fait que c'est ça, tout ça pour dire que j'ai eu de la misère j'ai décroché à un moment donné, j'ai trouvé ça dur, mais c'est ça. Je ferai une autre vidéo à part sur cet aspect-là en particulier, si ça vous intéresse, parce que c'est ça, c'est des techniques en vérité. On peut s'entraîner nous-mêmes, peu importe notre âge, etc., à réacquérir plus d'attention, puis etc. Fait que c'est un peu tout ça qui s'est passé, mais là, trêve de placotage, là, commençons le programme, c'est le cœur de notre vidéo d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, comme j'ai mentionné, 114 titres en tout, 114 livres. Là-dedans, j'ai 72 livres de philo et 42 livres d'autres catégories. Il y a de la philo là-dedans, mais 42 livres qui ne sont pas dans ce que j'appelle le fameux projet philosophique. J'ai fait une vidéo l'année dernière, en début d'année, où j'expliquais les grandes lignes. Le principe, si vous ne le savez pas, c'est que je me tape le corpus de philosophie, le corpus philosophique, une sélection, là, mais essentiellement de l'Antiquité aller jusqu'au 20e siècle.
Dans l'idée de lire Heidegger, puis de lire Le Capital, puis etc., etc., etc. Donc c'est ça. Fait que je me tape tout le corpus, les principaux textes, en ordre plus ou moins chronologique. Et ben c'est ça, j'avais espéré l'année dernière finir l'Antiquité, puis en vérité, j'avais espéré l'année dernière me rendre jusqu'à la Renaissance. Et ce n'est pas le cas, mais je me suis rendu compte que c'était pas si grave que ça parce que euh, j'avais prévu lire quelque chose comme 20 000 pages la première année, puis quand on calcule les années subséquentes, ça revient environ à 12 000, 15 000 pages par année, plutôt 12 000. Là. Donc, il y avait un débalancement, là, c'est ça. Il y avait beaucoup plus de livres la première année. Puis, en faisant mes calculs, c'est ça. Je n'ai qu'à lire à peu près 115 pages par jour, 70 pages de philo en vérité par jour, pour revenir dans mes temps, et c'est-à-dire finir mon l'an 2 du projet philosophique à la fin de 2026, donc à la fin de l'an 2. Parce que j'ai commencé l'année dernière. Donc, si je suis mon programme, je suis dans mes temps. C'est ça l'idée générale. Fait que, yeah. Et c'est ça. J'ai d'autres projets de lecture à part le projet philo. J'en parlerai tantôt. Il y en a qui sont sur la glace, mais il y en a qui se poursuivent tranquillement pas vite. Je vous parlerai de tout ça. Alors, en ce qui concerne la philo pour cette année, qu'est-ce que j'ai l'intention de lire? Il y en a que je les ai physiquement, il y en a que je les ai pas. Ceux que je les ai physiquement, je vais vous les montrer en gros. Ben, c'est ça. Déjà, je vais finir Platon. Il m'en reste un à lire. C'est les lois. Où est-il celui-là? Je le sais pas, là. Quelque part. OK. C'est une grosse brique. J'ai acheté l'édition en anglais parce que c'est celle que j'ai trouvée. Puis en français, il n'y a pas vraiment d'édition en un seul tome. Puis ça me tentait. Bon, peu importe. Ça a fini comme ça. Et c'est un gros, gros livre, là. Dans l'édition que j'ai en anglais, c'est 300 pages à peu près, plus les annexes, etc. Il y a un essai qui a l'air super intéressant, mais c'est ça. Moi, le Platon, à date, là, c'est le dernier qui me reste à lire. Je l'ai commencé, ça fait genre 2 mois, puis comme vous voyez voir, comme vous le constatez, je ne l'ai pas fini. Je l'embine un peu parce que je continue de trouver ça un peu... C'est pas que c'est pénible, mais c'est pas un penseur... C'est pas un penseur rigoureux dans mon échelle à moi. C'est ça le problème. OK. Puis il y a bien des gens, je vois beaucoup de gens faire des commentaires sur YouTube, comme, qui analysent les raisonnements de Platon, puis les idées, pas dans le sens l'idée platonicienne, mais juste les concepts que lui utilise. Puis moi, écoutez, je trouve que c'est n'importe quoi. Je trouve, à date, je fais une lecture rapide, mais je ne trouve pas que c'est un philosophe rigoureux du tout, du tout, du tout. Je trouve qu'en règle générale, il dit n'importe quoi, Platon. Mais il le dit merveilleusement bien. Puis c'est correct, en quelque part, qu'il dise n'importe quoi, parce que la philosophie est en train de s'inventer, en quelque part. C'est l'héritier d'une tradition, Platon, mais c'est ça, là. La logique n'existe pas encore. C'est Aristote qui crée ce qu'on appelle la logique, essentiellement. Bon, c'est ça. Puis Aristote, même si lui aussi, ses raisonnements, souvent, sont un peu discutables, parce qu'il se base beaucoup sur des observations. Il a écrit beaucoup de livres, par exemple, Aristote a beaucoup de livres sur la zoologie. Bon, puis je vais en mentionner une couple tantôt. Ben, ouais, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Des fois, par contre, c'est très, 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 très bien observé. Mais, tu sais, ouais, ok, bon, on sait aujourd'hui que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Donc, déjà, en partant pour la physique d'Aristote, c'est ça, il y a ce genre de prémisse-là. Mais néanmoins, Aristote demeure un penseur, somme toute, plus rigoureux. Puis c'est plus dans mon goût à moi. Puis aussi, ben, j'ai découvert à ma grande, grande, grande surprise que toute la littérature dite occulte, là, la magie, ce genre d'affaires-là, là, puis même l'astrologie, bon. Puis ce qui est toute une table dans laquelle j'ai beaucoup donné, là, dans ma trentaine en particulier, Aleister Crowley, ce genre d'auteur-là, j'ai beaucoup, beaucoup lu ça. Puis j'ai trouvé ça d'un grand, grand, grand intérêt, en vérité. Certainement, si vous vous intéressez à Jung, puis ce genre de trucs-là, ben, la magie cérémonielle, puis l'occultisme, c'est hyper intéressant. Puis c'est ça, en lisant la physique d'Aristote, puis les différents traités, bon, de toutes sortes, là, mais en particulier les traités de naturels d'Aristote, ben, en vérité, c'est ça.
l'occultisme, ce qu'on appelle l'occultisme, vient directement de là, en fait. C'est ça, c'est une prolongation de la physique d'Aristote. Puis ça, c'est absolument fascinant pour un paquet de raisons. J'en reparlerai au courant de l'année parce que c'est un des sujets que je veux aborder parce que c'est tellement fascinant, puis ça nous ouvre tellement de pistes de réflexion pour nous démélanger collectivement, je pense. Juste parce que ça illustre certains aspects de comment notre cerveau fonctionne, comment notre mental fonctionne. Puis il y a tellement de confusion mentale présentement que ben, c'est très utile de faire ce genre de travail-là. Puis c'est ça que je réalise que donc lire les essais d'Aristote sur la physique, puis la métaphysique aussi, etc., ben, c'est beaucoup plus pratico-pratique qu'on ne pourrait le croire, même si beaucoup des idées sont passées dates et surannées. Puis, ben, tout ça pour dire que, règle générale, Aristote, j'aime ça. C'est pénible à lire parce que c'est très, très mal écrit d'après nos critères à nous. C'est dur à traduire, puis c'est ça, Aristote, il y a la fameuse phrase de Cicéron, comme quoi il écrivait tellement bien que les écrits d'Aristote étaient comme un fleuve d'or, mais ça, c'est les textes, plutôt ces pièces de théâtre dont aucune ne nous sont parvenues. Hein, c'est ça n'a pas survécu à l'Antiquité. Nous, ce qu'on a, c'est ces différents traités, plus de philo, là. Puis ça, c'est pas un fleuve d'or du tout, là. C'est un gros fleuve marécage. En fait, c'est plutôt un marécage vaseux dans lequel on patauge, mais c'est tellement brillant. C'est ça l'affaire. Donc, Platon, je trouve ça pénible, mais Aristote, même si des fois c'est un parcours assez laborieux, c'est vrai, là. Règle générale, même à date, même les traités dont j'anticipais qu'elles allaient être les plus pénibles, se sont avérés extrêmement intéressants. Fait que peut-être que je ferai une vidéo à part sur quand j'aurai fini Aristote, peut-être que j'en parlerai à ce moment-là, mais tout ça pour dire qu'Aristote, j'ai aimé ça, Platon, j'ai pas aimé ça, il m'en reste rien qu'un, c'est les lois. Puis dans les Aristote, qu'est-ce qui me reste? Il me reste la rhétorique que vous voyez ici. Ça, c'est une édition en anglais que j'ai ramassée parce qu'elle était pas chère, puis parce que j'en trouvais pas. Il y a plusieurs bonnes traductions. Tous les traités d'Aristote, je mentionne la rhétorique ici, mais tous les traités pratiquement d'Aristote valent la peine d'être lus en général parce qu'ils parlent généralement de plus de sujets que le titre, essentiellement. C'est comme le traité du ciel parle pas juste de l'astronomie ou de l'astrologie, si on veut. Puis la rhétorique ne parle pas que de rhétorique à strictement parler. Il y a des analyses politiques là-dedans sur les différents régimes politiques qui sont différentes de celles qu'on trouve dans ces traités, comme la politique, les politiques, justement, par exemple, d'Aristote, bon, etc. Fait que, puis, il y a des commentaires sur l'éthique en général, donc qui forment un excellent complément des deux célèbres éthiques d'Aristote, donc Nicomaque et Eudème. Et donc, c'est pour dire que, bon, ça vaut la peine de les lire, c'est super intéressant. Puis, je mentionne ici dernier truc sur la rhétorique que je suis en train de lire, là. Donc celui-ci, j'espère le finir, on va dire cette semaine. Mais c'en était un autre que, honnêtement, qui traîne depuis un bout, là, mais bon. C'est intéressant de tout lire parce que on a souvent une idée, on se rend compte en lisant le corpus, en particulier d'Aristote, mais tous les philosophes, mais certainement d'Aristote, qu'on a des idées préconçues où il est facile de concevoir une idée en lisant un seul texte de ce qu'est l'œuvre, en l'occurrence d'Aristote, mais de n'importe qui d'autre. Puis quand on en lit beaucoup, on se rend compte que déjà il y a beaucoup de contradictions, puis il change d'idée en fait, des fois, puis c'est pas toujours si clair que ça. Fait que ça nous met en face d'un certain nombre de nuances qui ne deviennent évidentes qu'à la lecture, donc du corpus au complet. Puis évidemment, le compromis quand on fait ça, c'est qu'on lit pas mal moins en profondeur. Là, tout ça, c'est des premières lectures. Tous ces livres-là, pour vraiment les comprendre, il faut les lire des tonnes de fois. Donc là, c'est une première lecture, parfois superficielle, parce que c'est comme ça. Hein. Il y a des trucs, quand je ne les comprends pas, je le saute. J'y reviendrai un jour, me dis-je peut-être. Mais il y a quand même un effet d'accumulation à un moment donné, là. Puis ça, c'est ça. Je dois dire que, voilà. Ça vaut la peine de lire tout ça. Puis la rhétorique, voilà. C'est un de ceux-là. Les autres, puis ce que je viens de dire là s'applique à tous les autres aussi, là, d'Aristote. On a... Ça, je les mets de côté pour l'instant.
Les parties des animaux, ça, c'en est un que j'ai l'intention de lire assez rapidement aussi, parce que ces traités zoologiques, ça m'intéresse moins, mais quand même, là. C'est ça. Donc ça, les lois de Platon, il est ici. Cette grosse brique. Il y a un essai là-dedans qui a l'air super intéressant, en passant. Parce que lui, le gars qui a édité ça, M. Thomas L. Pangol, lui aime beaucoup le texte des lois donc, de Platon. Puis ce que j'ai pas dit tantôt, ce que je voulais dire, c'est que le Platon des derniers textes, le Platon tardif, là, donc les lois, après, tout ce qui est après la République en vérité. Donc le sophiste, puis le philosophe, puis je pense le politique est un autre, là. Puis donc les lois. Même si les lois à date, j'embarque un peu moins, c'est ma période préférée finalement. À part l'apologie de Socrate, là, il y a quelque chose là-dedans qui me plaît plus parce que justement c'est plus axé un peu sur la méthodologie. C'est comment construire des arguments, puis comment discuter avec les gens. C'est pour plaider sa cause, en vérité, là, philosophique ou autre, hein, philosophique en particulier, mais aussi n'importe quelle cause, parce que ça a rapport avec la société grecque qui était très... C'est une vraie république, c'est une vraie démocratie, donc tout le monde était juge, tout le monde était avocat, etc., etc. C'est une société donc où plaider était extrêmement important pour les citoyens libres. Et donc, fait qu'il y a beaucoup de trucs sur comment construire des arguments, puis comment construire un raisonnement. Puis même si les raisonnements de Platon sont parfois, comme je dis, assez boiteux et, osons le mot, de mauvaise foi, c'est souvent le cas, ben c'est ça, dans les plus tardifs, là, c'est juste plus intéressant, j'ai juste plus aimé ça, puis donc c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que, mais lui, monsieur, comment s'appelle-t-il, Pangol, il aime beaucoup, je crois comprendre, basé sur l'introduction, Platon, puis il voit beaucoup de qualités que moi, j'ai pas vues. Puis même si, je sais pas si je les compte, je pense que je l'ai même pas compté dans le nombre de pages que je vais lire cette année, mais je vais probablement au moins lire rapidement son essai, lui, qui est inclus dans cette brique. Parce que apparemment, il y a plein de trucs cachés, sous-entendus, pas cachés dans le sens ésotérique, mais il y a des conclusions implicites là, qu'on peut tirer, là, qui sont apparemment super intéressantes. Bref, Platon, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on a en part ça dans le Aristote? Ben, je mentionne parce que je l'ai sous la main. J'ai mis dans ma liste Heidegger, interprétation phénoménologique d'Aristote. Ça, c'est l'édition en anglais. C'est un de ses premiers textes de 21-22, une de ses premières conférences, en vérité, donc il est tout jeune là-dedans. Puis mon idée, c'est un peu, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à Heidegger, et donc, mon idée, c'est un peu au fur et à mesure de lire certains des textes, en tout cas, qui sont pertinents, là, qui s'appliquent directement, comme je lis Aristote. Fait que là, je vais lire celui-ci parce qu'il parle d'Aristote. Plus tard, on va voir qu'il y a un auteur médiéval où ça fait la même chose. Là. Bref, je vous verrai en dur. OK, ça fait que, bref, puis j'ai hésité, mais je l'ai quand même mis sur la liste parce que ça m'intéresse. Puis parce que le livre est assez mince, donc c'est 180 pages, donc 2 jours de lecture à peu près 100 pages par jour, 90 pages. OK, Aristote, la suite et fin de notre projet aristotélicien pour cette année. Une larme quand on va être rendu là. Les météorologiques que j'aurais dû lire en principe chronologiquement un peu plus tôt, mais bon, c'est comme un complément au traité du ciel. Je pense que Jules Tricot, là, qui a fait la traduction, les excellentes traductions chez Vrin, moi j'adore. J'adore ces éditions-là, c'est pas mal mes préférées. Quoique toutes les éditions sont bonnes d'Aristote, mais certainement en français. Mais moi, mes préférées, c'est celles de chez Vrin, dont la plupart sont des traductions et on a parlé de notes de Jules, je crois, Tricot. Et je crois que lui-même mentionne que les météorologiques, soyons sincères, la plupart des gens peuvent le sauter. Hein. Il faut vraiment être dans le projet de se taper Aristote au complet pour lire les météorologiques, mais c'est mon cas. Donc, 400 pages de pur bonheur, 300 pages de pur bonheur. C'en est un aussi que je vais sans doute lire un peu plus rapidement. Ça parle le vent, donc c'est ça, le vent, puis les mouvements des sphères célestes, ce genre de trucs. Bref, magnifique. OK. Finir encore une fois pour Aristote. Avec Aristote, les petits traités d'histoire naturelle, une autre lecture rapide.
Je pense qu'il y en a 8 ou 10 là-dedans, la sensation et des sensibles, mémoire et réminiscence, ce genre de trucs-là. C'est des traités psychologiques, essentiellement, ce qu'on appelle, en lien avec son célèbre traité de l'âme, dont j'ai pas de copie, je l'ai lu en... Non, je l'ai lu en anglais, c'est ça. Peu importe, peu importe. Le traité de l'âme, c'est hyper intéressant. Beaucoup de gens plus tard l'ont commenté, fait qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est intéressant, célèbre à juste titre. C'est pas du tout ce qu'on pense que ça va être, c'est hyper intéressant. Bon. Voilà, donc ça c'est un complément de ça. Et dans ces traités zoologiques, justement, hier j'ai lu la locomotion, le mouvement des animaux et la locomotion des animaux. Chez Flammarion. Et c'est ça, dans le mouvement des animaux, justement, il y a des liens avec le traité de l'âme. C'est vraiment hyper intéressant. C'est pas exactement des questions sur le libre arbitre, mais c'est un peu ce genre de questions-là. C'est fascinant, fascinant, fascinant. Et voilà, donc l'histoire des animaux. J'ai été très heureux de trouver cette copie parce que c'est dur à trouver, mais ça, c'en est un autre que j'ai l'intention de lire vite parce que c'est un de ces traités zoologiques, puis bon, c'est beaucoup des descriptions de serpents, puis d'oiseaux, puis de poissons. Ça fait que c'est intéressant, mais c'est un peu plus, je crois, comprendre encyclopédique. On verra si c'est le cas, mais en tout cas, je m'étape tout, m'a lire lui. Puis il me reste à lire, c'est ça, après ça dans l'Aristote, le tome 2 de la métaphysique. J'ai lu le tome 1 cette semaine, je l'ai fini. J'ai pas tout compris, ça c'est bien certain, mais j'ai adoré ça. C'est vraiment excellent, puis particulièrement quand on a lu tout le reste. Tout ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais c'est pour dire que c'est ça. Donc, dans notre projet de cette année, on finit de se taper Aristote, et c'est juste le fun, c'est vraiment le fun. Si vous vous intéressez là, le moindrement à la philo ou à la réflexion en général, juste à entraîner votre mental, juste à être un peu plus... Puis c'est mon intention, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que je trouvais que mes raisonnements manquaient de rigueur. C'est pour ça que je fais ça. Je me dis, il y a moyen de mieux faire. Puis je vais aller voir qu'est-ce que les gens intelligents font, ou même les moins intelligents, mais certainement les gens... Comment est-ce que les... comment construire un raisonnement, puis comment réfléchir en général. Puis je vous confirme que ça le fait. Même en les lisant rapidement, il y a un effet d'absorption, c'est ça, par métonymie presque. Là, puis c'est prodigieux. Je ne saurais vous dire les joies et les bénéfices qu'on en retire, même quand les lectures en tant que telles sont un peu laborieuses, ce qui, avouons-le, est fréquemment le cas. Mais c'est ça, le métaphysique, ça, c'en est un que je vais relire... ben là, il me reste à finir le 2, là, mais ça vaut la peine. C'est légendaire, pas pour rien. Il y a une raison pour laquelle ça a été autant commenté. Puis ça aussi, c'est un livre qui n'est pas... dont le contenu et l'intention diffèrent de manière significative de l'image mentale qu'on en a, même dans beaucoup de milieux philosophiques. C'est un truc d'ailleurs que mentionne, je crois, notre ami Heidegger, dans son traité que je mentionnais tantôt. Il en parle là-dedans. C'est ça, les genres de lieux communs sur la métaphysique en général, qui ont été très répandus. Bon, peu importe. Ça vaut la peine de lire par soi-même. C'est extrêmement... c'est ça. Si vous vous intéressez à ce genre de sujet-là, si vous êtes attiré là, par la philo, vous avez c'est ça, là, cette chose qui vous interpelle en vous, là, oui, ça vaut la peine. C'est ça, même si vous n'étudiez pas en philo, là, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis tous ces gens-là, c'est ça, c'est des êtres humains. Là, ils ont appris un peu... c'est ça, certainement Aristote... en quelque part, c'est un gars comme vous puis moi, là. Donc, c'est ça, là. Faut pas être intimidé par notre inculture, si on veut. Encore une fois, cette voix en nous qui nous dit qu'on n'est pas capable de le faire. On est capable, puis c'est le fun, puis ça vaut la peine. Faites-le, c'est ça mon point. Donc, voilà. Fait que je continue, je vais aller plus vite pour le reste, là. Dans mon projet de lecture, toujours dans l'Antiquité. J'ai un pseudo-Aristote ici que j'ai ramassé à la bibliothèque. Une autre des excellentes éditions des Belles Lettres. C'est pas les Budets, mais c'est le Roi Livre ici. Pseudo-Aristote. Donc, c'est super intéressant parce que j'ai hésité à le lire, mais j'ai décidé tantôt que j'allais effectivement le lire parce que j'ai réalisé justement que... si vous vous intéressez au tarot, par exemple, ben, les codes de couleur des tarots, il y a des grosses raisons de
de présumer qu'elles viennent de cet essai-là, en fait. Ou certainement, là, il y a un exercice à faire entre les deux. Là. Pourquoi tel symbole est jaune, pourquoi tel symbole est rouge, ben voilà. Okay? C'est une hypothèse extrêmement... C'est moi qui le dis, c'est pas l'auteur, c'est pas la préface, c'est moi qui vous le dis. Là. Mais en lisant ce que l'auteur dit dans sa préface, j'ai fait le rapprochement, puis même si c'est pas vraiment Aristote qui a écrit celui-ci, ça a été mis par erreur dans le corpus aristotélicien à la Renaissance, au Moyen-Âge, Renaissance. Puis ça a été plus ou moins discrédité à ce niveau-là au fil des années, mais pour les gens au Moyen-Âge, eux pensaient que c'était Aristote qui l'avait écrit. Donc, voilà, il y a des clés symboliques, par exemple du tarot, puis encore une fois du langage symbolique, alchimique, puis on va dire métaphysique dans le sens courant, là, pas dans le sens d'Aristote, mais dans le sens de tous les jours, là, qui se trouvent dans ces textes-là. Donc, je vais lire ça avec un grand plaisir. Je vous en redonnerai des nouvelles. C'est ça, il y a un Aristote que je n'ai pas là-dedans, c'est la génération des animaux. Faut que je l'emprunte faut que je le commande à la bibliothèque, c'est dur à trouver, mais c'est juste 100 pages. Ça devrait être assez amusant. J'emblique les mystères des Égyptiens, parce que j'emblique, je crois comprendre, un néoplatonicien. Je l'ai trouvé dans l'équivalent d'un croque-livre. C'est un truc plus ésotérique là, qui parle des daimons, etc. Mais bon, ça devrait être assez intéressant. Je l'ai rajouté à ma pile homérique. Puis ensuite de tout ça, dans les Grecs... Ah oui, il reste... Plotin, les Ennéades, 1800 pages de pur plaisir néoplatonicien. C'est monsieur néoplatonicien. Puis c'est ça, je l'ai mis, j'ai hésité, ça aussi, les Plotins, à les mettre sur la liste, parce que justement, c'est plus, c'est néoplatonicien, c'est réputé plutôt mystique, justement, de ce que je crois comprendre. Je les ai pas lus encore, je le sais pas. Mais je crois comprendre que c'est ça, c'est plus une continuation des idées un peu, osons le mot, saugrenues de Platon sur les idées, les idées de Platon, là, le eidos, je crois, qu'on traduit parfois aussi par forme. Alors, le concept, c'est que, par exemple, ça, c'est un livre physique, mais l'idée platonicienne, c'est il existe une sphère métaphysique, mais où il existe de réelles entités spirituelles, et à chacun des objets correspond une de ces entités spirituelles-là, que lui appelle l'idée. Et donc, il y a l'idée du livre, en général. Puis l'idée du livre donne des manifestations dans le monde de la matière, comme par exemple ce livre concret ici, le livre de Plotin, mais comme notre ami Aristote le mentionne dans certains de ses bouquins, y compris celui que je lisais hier, là, sur le mouvement des animaux, ça marche pas du tout, là! Ça marche pas, l'idée des idées platoniciennes, ok? Mais bon, bref, ceci dit, bon... c'est intéressant, puis Plotin, ben c'est ça, je vais les lire, là, c'est chronologique, je les lis toutes. Je vais peut-être les lire vite. Je ne sais pas si je vais me taper les 1800 pages au complet. C'est 6 tomes, j'en ai 4 ici. Puis Plotin, c'est aussi réputé assez ardu, en plus, bon, peu importe. Il y a plusieurs affaires qui font que c'est compliqué, puis que c'est dur à lire, puis c'est une niche. Mais pour l'instant, bon, c'est ça, pour le moment, j'anticipe de le lire, tant qu'à faire. C'est ça. Me retaper le corpus philosophique au complet sur une période de 5 ans, je ne vais pas le faire 50 fois. Je vais le faire une fois. Je vais me retaper d'autres, mais tant qu'à le faire, aussi bien les lire. Donc voilà, fait que Plotin. Mais j'ai hâte de les avoir lus, ceux-là. C'est moins ma talle un peu. Ça m'intéresse, là, mais même dans les trucs mystico-mystiques, si on veut, je suis plus la talle Aristote que la talle... néoplatonicienne, quoique je suis très, très, très curieux de voir à quel point ça peut influencer, puis parce que ça a certainement influencé la culture, on va dire, populaire occidentale, plus qu'on le soupçonne, puis je suis curieux de voir les rapprochements avec avec les fameux gnostiques, là, j'ai le Pléiade que mon frère m'a donné, merci encore. Donc, des écrits gnostiques, là, puis des différents apocryphes. Fait que c'est super intéressant, il y a des rapprochements à faire. Ça devrait être intriguant et intéressant, mais puis il y a beaucoup de contenu à aller chercher, mais plus comme dans l'histoire des idées que comme, comme des idées qui m'intéressent en soi, si vous voulez. Ceci dit, voilà. Donc après ça, on aura fini avec les Grecs. Donc on va passer aux
romains, et principalement les stoïciens, qui sont très à la mode ces temps-ci, chez certaines catégories de, comment ils s'appellent, Tate, là, les genres de masculinistes un petit peu, puis c'est un vaste sujet dans lequel je n'embarquerai pas aujourd'hui, mais je peux vous confirmer que Andrew Tate, je pense qu'il s'appelle ce genre de gens-là, même basé sur le peu de lecture que j'ai faite, ne comprennent rien au stoïcisme. Ce n'est pas du tout, à aucun point de vue, ce à quoi on pense dans le discours collectif présentement quand on parle de stoïcisme. C'est une pure vue de l'esprit, c'est une construction culturelle. C'est ça. C'est à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ce que la version chinoise du dessin animé de Disney est au chef-d'œuvre de Victor Hugo, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une caricature. Donc c'est ça. Fait que, mais bon, les stoïciens, excusez, bon, moi, dans le programme ici, j'ai mis 1500 pages qui correspondent à ce Pléiade, mais il y a des bonnes chances que je le lise pas au complet, puis que je substitue un certain nombre de textes. Ça devrait revenir à environ 1500 pages quand même de stoïcien, mais parce que l'anthologie, il est excellent, hein, puis un Pléiade, tout le monde aime ça, je veux dire, c'est toujours le fun de lire un Pléiade, mais c'est une excellente anthologie, mais les choix des textes correspondent un peu moins à mes intérêts à moi. Puis voilà, puis il y a quelques textes, moi, qui m'intéressent beaucoup, qui sont pas dans cette, par ailleurs, excellente anthologie. Ça fait que c'est ça, par exemple, Cicéron de la République et des lois, j'ai l'intention de lire ça. Puis il y a des textes de Cicéron, un des orateurs les plus célèbres de tous les temps. Puis moi, ça m'intéresse beaucoup comme sujet. Donc, fait que je l'ai mis, c'est ça, je risque plutôt de lire ce genre de textes-là. Donc, les textes de Cicéron, axés sur la politique, puis l'éthique. Je sais pas si, je pense qu'on n'a pas sa logique, là. On n'a pas les textes logiques des stoïciens, mais plutôt ce genre de tas-là, puis les traités sur l'art oratoire, qui a un lien quand même avec la logique, là. Fait que tout ça, c'est ça. C'est plutôt ça que j'ai l'intention de lire en termes de stoïcien cette année, mais j'en ai pas mis beaucoup, juste parce qu'on peut pas tout lire. Donc, c'est ça, environ 1500 pages de stoïcien, puis on finit la période de l'Antiquité, de notre programme philosophique, avec deux textes, je ne les ai pas sortis, mais je pense qu'ils sont là. La fin, essentiellement, de l'Empire romain, c'est ce genre d'années-là. Donc, la consolation de la philosophie de Boès et les confessions de Saint-Augustin. J'ai toujours présumé que Saint-Augustin, je me disais, avec un nom de même, ça doit être chiant. Soyons sérieux. C'est ce que je le disais pas quand j'étais invité au Salon de l'Ambassadeur, mais in petto, dans mon esprit béotien, c'est ce que je me disais. Mais honnêtement, ça a l'air super intéressant. Ça a vraiment l'air excellent. J'ai très hâte de lire ça. Et donc, voilà. Puis, c'est intéressant parce que Saint-Augustin, crois-je comprendre, écrit au moment où l'Empire romain est vraiment en train de s'effondrer. Il y a quand même un avant. Ça se discute, l'effondrement de l'Empire romain, à quel point ça a vraiment eu lieu, puis quand est-ce que ça a eu lieu. Là, mais j'avais assisté à une conférence un jour qui m'a beaucoup marqué, qui disait que c'était pas aussi clair que la légende a retenu, essentiellement. Mais bon, vaste sujet. Le fait est qu'il y a quand même quelque chose comme un avant et un après. Il y a quand même quelque chose comme une chute, là, un sac de Rome, ou peu importe. Là, je vais me taper les historiens aussi. Fait que je pourrais en parler en meilleure connaissance de cause, mais lui, il assiste. C'est ça l'idée. Il assiste à l'effondrement de sa civilisation, en fait, carrément. Puis, écoutez, là, divulgachi, on est en train d'assister à l'effondrement de pas mal toute la civilisation sur la planète occidentale et orientale. On est dedans. Ça fait que c'est le temps de lire Saint-Augustin. C'est maintenant ou jamais, je voudrais dire. Donc, voilà. Fait que c'est un peu pour ça aussi. Là. Ça, je suis assez curieux de lire tout ça. Puis après l'effondrement, normalement, vient la Renaissance. Ça fait que c'est un peu ça le programme, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc voilà. Après Saint-Augustin, là, on rentre dans la période islamique.
L'âge d'or de la philosophie islamique, on en parle relativement souvent. C'est quand même un lieu commun dans la culture qu'on entend à l'occasion. Donc, c'est après, c'est après les Romains, c'est eux autres qui embarquent. Puis, il y a quelques centaines d'années là, où il y a des penseurs comme Al-Farabi, Ibn Tufayl, je ne sais pas comment le prononcer, Averroès, très connu, etc. C'est ça. Ça fait que je vais me taper ça. C'est beaucoup des commentaires sur Platon puis Aristote, en lien avec le Coran, évidemment. Là. Mais il y a vraiment un effort et c'est très, très, très marqué là, d'avoir une lecture à l'époque là, de l'islam en général, mais qui est très rationnelle, en fait, là, basée sur justement une approche très rigoureuse, puis qui n'est pas, qui est scandaleux, qui n'est pas par moment, d'après ce que j'ai vu, sans faire penser à Descartes, dans la mesure où ils sont prêts à remettre en question leur propre dogme, puis au moins certains d'entre eux. Bref, ça a l'air vraiment, vraiment hyper intéressant, là. Essentiellement, j'ai mis, peut-être que les titres exacts vont changer, là, mais je me suis mis, quoi, 2000 pages à peu près, 1500-2000. C'est plus facile à trouver en anglais dans certains cas. Donc, j'ai mis Philosophy of Plato and Aristotle d'Al-Farabi, Livre du régime politique, L'Épître sur l'intellect d'Al-Farabi. Donc, les trois ensemble font environ 600 pages. L'éveillé ou le philosophe autodidacte. 150 pages. L'intelligence et la pensée, ça se trouve en GF assez facilement. C'est un extrait du grand commentaire du traité de l'âme, donc traité de l'âme d'Aristote. Fait que c'est ça, c'est beaucoup des commentaires sur Aristote et Platon, particulièrement Aristote. Donc ça devrait être, honnêtement, vraiment, 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 vraiment intéressant. Puis j'ai mis aussi une compilation d'un gars qui s'appelle Peter Adamson. Une compilation, puis un recensement, si vous voulez, là, qui s'appelle Philosophy in the Islamic World, qui fait 500 pages, qui en fait se rend jusqu'à l'époque contemporaine, finalement. Puis j'ai lu les premières 50 pages, parce qu'on peut trouver l'introduction, le PDF en ligne, puis c'est hallucinant. C'est vraiment, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est intelligent, c'est profond, profond, il connaît vraiment bien son sujet. J'ai aussi regardé une entrevue avec lui, c'était vraiment hyper intéressant. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est notre corpus pour la philosophie islamique. C'est ça. J'avais pensé mettre le Coran, là, mais j'ai pas mis la Bible non plus, là. Ça fait que c'est ça. Ces philosophes légendaires et prodigieux me suffiront pour cette année. Bien curieux de lire ça. Puis bon, après les philosophes islamiques, ben là, on tombe dans les grands philosophes du Moyen Âge. Donc, j'ai retenu Thomas d'Aquin, évidemment. J'ai mis 2000 pages de Thomas d'Aquin, donc la Somme théologique. Je ne sais pas si je vais le lire au complet. Ça, c'est 1500 pages. Je le sais juste pas. Je vais décider. Mais si je lis pas la Somme théologique au complet, je vais probablement me taper minimum à 1500 pages de Thomas d'Aquin parce que il y a des anthologies. Il y en a une chez Oxford, il y en a une chez Penguin, je pense. Ouais, c'est ça, les classiques de Penguin, là. Puis chacune fait environ 600-700 pages. Voilà, ça revient à peu près à ça. Ils n'ont pas les mêmes textes, ils ont un recoupement. Mais bref, ça pour dire que Thomas d'Aquin, ce que j'ai vu, ça a l'air. C'est un autre auteur dont on peut présumer, dont j'ai longtemps présumé que c'était susceptible d'être casse-pied, mais je pense pas que c'est le cas, en fait. Là. Ça a l'air hyper intéressant. Ces auteurs-là, très souvent, il y a une raison pour laquelle ils passent à l'histoire. C'est pas juste parce qu'ils sont pénibles. C'est rarement parce qu'ils sont caves qu'ils passent à l'histoire. Il y a une raison pour laquelle le monde lit ça pendant 800 ans puis qu'ils trouvent ça bon. T'sais. C'est ça. Fait que, puis c'est ça, c'est beaucoup basé sur, encore une fois, Aristote, puis des commentaires, puis des observations, puis essayer d'avoir une lecture rationnelle, donc, de la Bible. Fait qu'il essaye, dans le cas, bon, la Bible ici, parce que c'est Thomas d'Aquin. Fait que c'est une approche qui cherche à... dont le principe est que, ouais, ok, si la Bible est vraie, selon lui, elle doit aussi tenir compte des lois de la nature puis des lois de la raison. Son hypothèse, c'est ça se peut pas qu'il y ait une révélation divine qui soit contraire aux lois de la nature et de la raison. C'est juste pas possible. Alors, il part de là, de cette hypothèse-là, puis qui est plutôt sympathique. Hein?
Puis, ben, c'est ça, je vais le lire, puis je vais voir, je vous en reparlerai. Et ben, c'est évident que moi, je ne crois pas qu'il y a de... Je ne crois pas qu'on peut prendre les livres religieux, quels qu'ils soient, au premier degré. Je pense que ça marche juste pas. C'est une erreur catastrophique de faire ça. Mais si on les prend comme des allégories ou des allégories de processus psychiques en particulier, là c'est autre chose. Là, il y a souvent beaucoup de trucs intéressants à aller chercher. Fait qu'en tout cas, bref, on verra ce que lui en pense. C'est pas le point de vue de Thomas d'Aquin, ce que je vous dis là, ça m'étonnerait bien gros. Mais bref, je suis curieux de lire ça. Et voilà. Autre philosophe, j'ai mis Duns Scott, une sélection donc d'environ 600 pages, plus le traité des catégories et de la signification chez Duns Scott de notre ami Martin Heidegger, dont on parlait tantôt. C'est son autre livre que j'ai mis sur ma liste cette année. Je pense que c'est sa thèse de doctorat ou quelque chose comme ça. C'est son premier livre, d'une certaine manière. C'est une affaire comme ça. Là. Ne me citez pas, mais de mémoire, c'est à peu près ça le principe. Puis donc 250 pages, ça fait que c'est ça. Puis c'est bien parce que justement, les textes d'Heidegger que j'ai mis au programme pour cette année, ben c'est des textes du jeune Heidegger, donc pendant qu'il est en train d'élaborer ses idées, puis son fameux vocabulaire qui est particulièrement amphigorique, comme on dit, là, difficile à comprendre. Là. Fait que, puis mon hypothèse, comme pour beaucoup de ces auteurs-là, c'est que quand tu suis ses raisonnements du début, puis quand tu as les mêmes références que lui, quand tu as lu Duns Scott, quand tu as lu justement Aristote, ça devient pas mal moins sorcier, là. Okay. Ce n'est pas un mystificateur. Beaucoup de gens l'ont accusé de ça, là. Je pense Pierre Bourdieu. Encore une fois, ne me citez pas, là. Ça fait longtemps que je l'ai lu. C'est peut-être que je mélange des trucs, là. Mais il y a beaucoup de gens qui ont accusé Heidegger d'être un fraudeur puis un mystificateur, puis évidemment, à cause de son truc nazi, bon, ben, il y a beaucoup de gens qui cassent du sucre sur son dos, non sans raison, si on veut, mais moi, je ne le crois pas. Tu sais, Adorno disait que, c'est ça, le jargon d'authenticité, là, que Heidegger disait qu'il était obscur à dessein, par exprès, puis... je sais pas. Mon hypothèse, c'est plutôt qu'il y a une... mon hypothèse est haute. Mon hypothèse, c'est qu'il y a de bonne foi dans son langage, mais il faut admettre quand même que des fois, c'est vraiment pénible à lire, c'est pratiquement incompréhensible. Bref, là, on commence par les textes plus simples de Heidegger, puis on verra où ça nous mènera. Les derniers textes de notre programme médiéval, qui fait environ, à vue de nez, 3000 pages, en tout et partout. On a 2 livres de Guillaume d'Occam, je ne les ai pas sortis non plus. Il y en a un que j'ai, qui est Intuition et Abstraction, puis l'autre qui est une anthologie que j'ai trouvée en ligne. Je ne l'ai pas pour l'instant, je vais m'en procurer. Anthologie en anglais, là, une sélection de Guillaume d'Occam. Puis l'autre, c'est quoi? Grammatica Speculativa de Thomas d'Erfurt. Ça, je l'ai mis parce que j'étais curieux. Ça, c'en est un que je vais peut-être pas lire au complet. On verra bien. Bref, Thomas d'Aquin, Duns Scott, Thomas d'Erfurt, Martin Heidegger, Guillaume d'Occam. Et c'est ça notre programme pour le médiéval. Puis après ça, on arrive à la Renaissance pour cette année. Renaissance, j'ai mis L'éloge de la folie d'Erasme, L'utopie de Thomas More, Le prince de Machiavel, le Novum Organum ou Novum Organum de Francis Bacon. Donc tous ces livres-là sont assez courts. Il n'y en a pas un qui fait... ils font tous moins que 200 pages, sont souvent plus proches de 100 pages que 200 pages. Donc, puis c'est évidemment des titres assez légendaires du corpus de la philosophie de la Renaissance. Donc, je vais lire ça. Puis j'ai rajouté dans les médiévaux de la signature des choses de Jacob Böhme, qui est plutôt un mystique, plutôt dans la table mystico-religieuse, alchimique, ce genre de trucs-là, mais dont je crois comprendre qu'il a eu une grosse influence, par exemple, sur Hegel. Et donc, puis, tout ce que je vais dire là-dessus, c'est que pour l'instant, j'en avais parlé l'année passée quand j'avais présenté le programme philosophique, ben c'est ça, l'ésotérisme puis la philosophie respectable, si on veut,
ont non seulement des trajectoires parallèles, mais sont toujours interreliées, en fait. C'est juste que c'est un peu le secret honteux pour beaucoup de gens, en tout cas en philosophie, particulièrement parce qu'à notre époque, c'est extrêmement mal vu, là. C'est ça, c'est sulfureux, là, l'ésotérisme, etc. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de n'importe quoi, mais encore une fois, si on prend les trucs au premier degré, l'astrologie, ben oui, c'est débile. D'après moi, je fais partie des gens qui trouvent que faut pas se fier à votre horoscope dans le journal, pour prendre vos décisions, ni même à votre astrologue préféré, bon. Mais, fait que ça, ouais, je suis plutôt d'accord, mais au niveau, là, c'est ça, de la compréhension des processus mentaux, puis la psychologie des profondeurs, puis ce genre de trucs-là, puis même, c'est ça, de la raison, d'un certain nombre, en tout cas, de mécanismes de la raison comme appareil ou comme potentiel. Là, OK? Donc, l'utilisation de la logique, si on veut. Là, je m'étends. Là. Euh, Bref, c'est ça. On a refusé, on a rejeté tout ce qui nous apparaissait à nous après la Renaissance comme étant non rationnel. Mais par là, on a fini par vouloir dire quelque chose comme matérialiste, puis soi-disant la méthode scientifique, puis un paquet d'affaires comme ça, puis on a développé ce discours assez méprisant et condescendant, qu'on voit assez souvent. Une certaine forme de matérialisme militant, là, mais pour qui... c'est ça, tout ce qui touche de près ou de loin à quelque chose qui peut être qualifié à tort ou à raison de spirituel ou ce genre d'affaires-là, est automatiquement honteux et ne doit pas être mentionné en public. Parce qu'en privé, les gens vont vous en parler toute la journée, là, même des athées virulents, j'en ai connu, qui me parlaient de leurs histoires de fantômes, en me disant que ça n'existait pas, mais qui m'en comptaient des tonnes, pendant, évidemment, qu'il y avait un fantôme sur place, OK? Anecdote pour un autre jour. Il y en avait un, OK, qu'on sentait, OK, puis qui faisait des manifestations dans la pièce. Fait que ces genres d'anecdotes-là, en général, on ne les dit pas publiquement, mais tout le monde en a. Tout le monde en a 2, 3, 4, quand c'est pas plus, là, OK? Puis y compris ces philosophes-là. Puis c'est justement, donc... il y a une différence entre dire, ben, peut-être que c'est pas un fantôme. Ça, c'est très possible que c'était pas un fantôme, ou ce qu'on imagine. On le sait pas, là. Okay? On ne le sait pas précisément. Scientifiquement, on ne peut pas déterminer que ces choses-là correspondent au récit commun qu'on en fait. On ne le sait pas. On le sait juste pas. Mais c'est des phénomènes qui existent. OK? Donc, c'est ça. Puis, dans un certain nombre de cas, dans la littérature, ben, c'est ça. Il y a un... il y a un langage du mysticisme tel qu'il se retrouve dans les Ézéchiel, puis n'importe quoi. Puis encore une fois, c'est pas considéré comme philosophique ou rationnel, mais ça vient du mental humain. OK? C'est ça l'affaire. C'est le même mental qui produit les visions d'Ézéchiel, ou même le délire psychotique de qui vous voulez. C'est quand même le même appareil mental, le même organe avec les mêmes capacités, OK, qui crée ça que celui qui crée la logique d'Aristote ou d'un autre. Là, vous voyez ce que je veux dire? Puis c'est ça, à la longue, on se rend compte, comme je mentionnais, que la distinction est beaucoup plus difficile à établir que ce qu'on croit dans le discours, dans les lieux communs, dans les topoi de notre discours collectif sur la science et la raison, qui, pour vendre un punch, n'est pas rationnel. C'est justement, c'est ça l'affaire. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour, j'en reparlerai tout au long de l'année. Mais tout ça, ça nous mène... ça, c'est la fin de la Renaissance. Donc, ça pour dire que j'ai mis Jacob Böhme là-dedans. Puis, fait que je suis assez curieux de lire ça. Encore une fois, je prétends pas que ces théories sont vraies, là. C'est des trucs alchimiques ou n'importe quoi. Je ne suis pas en train de dire que c'est vrai au premier degré. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un matériau là-dedans qu'on néglige à nos risques et périls. Il y a quelque chose de précieux là-dedans. Puis... on en reparlera. Donc après ça, là, je vais passer vite pour le reste. J'ai mis le Pléiade au complet de Descartes. Pour garder ça simple. Le discours de la méthode, les méditations et les principes de la philosophie. Il y a 3 éditions de la Pléiade. Je pense qu'il y en a une en 2 tomes. Là, bref. Puis il y a des lettres. C'est Œuvres et lettres. Le titre du recueil. Je vais probablement pas lire les lettres au complet, c'est ça. Mais tu sais, dans certains cas, c'est juste plus simple de juste mettre le Pléiade, c'est ce que j'ai fait pour
les stoïciens. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Fait que c'est pour dire que justement, le total de philo, c'est 25 000 pages pour cette année, mais ça se peut qu'en vérité, c'est ça, il y en a que je lise très vite ou même que je saute. Là, c'est une indication. C'est pour me donner un nombre de pages à lire par jour que j'ai fait ça. T'sais. Donc, c'est correct de sauter des pages tant qu'on lit les livres qu'on veut lire. Donc, discours de la méthode, méditation, philosophie. J'ai aussi mis le Léviathan de Hobbes, mais je l'ai mis pour ceux qui veulent le suivre à la maison. Encore une fois, la liste sera éventuellement sur le Substack de Pourquoi c'est bon. Parce que je l'ai déjà lu, puis une fois c'est assez. Moi, j'aime pas ça. Je vous dirai pourquoi un autre tantôt, mais c'est très... On comprend beaucoup de choses sur la société anglaise. Puis j'oserais dire sur ce qu'on appelle l'Empire britannique, mais qui est l'Empire anglais, en vérité, parce que c'est pas les Gallois qui ont envahi le monde. T'sais, le prince de Galles n'est pas gallois, voyez-vous, c'est ça. Puis c'est ça, c'est pas les Écossais, puis c'est pas les Irlandais. C'est les Anglais. Puis c'est ça. Puis les Américains, c'est ça. C'est pas des descendants de Gallois, principalement, c'est des Anglais. C'est ça. Ils parlent pas celte aux États-Unis. C'est bien rare. Okay? Donc, il y en a, là, mais c'est ça. Le corpus principal, c'est plutôt anglais. Puis, c'est ça, dans le discours anglais, leur discours à eux, c'est un genre de discours universaliste. Mais ils sont universels, puis ils aiment toutes les cultures, tant qu'on part du principe que leur culture a la vérité absolue sur les cadres de référence fondamentaux. Puis ils te le disent pas dans ces termes-là, mais c'est ça que c'est. Il y a une manière de comprendre les choses, puis c'est la leur. C'est ça l'affaire. Encore une fois, j'en parle rapidement, là. Mais c'est ça, là. Le discours anglo-saxon domine tellement, parce que ce peuple-là gouverne la Terre depuis 200-300 ans. Donc, le peuple anglais domine tellement le discours collectif en Occident qu'on perd de vue à quel point les lieux communs qui sont spécifiques à ce peuple-là, par exemple, une certaine idée de la compétition en particulier, une certaine idée du commerce, mais aussi un certain nombre d'idées, on va dire, étonnantes là, sur la politique, à quel point ces idées-là, qui sont naturelles dans la culture anglaise, parce qu'ils sont répandus pour des raisons historiques, pas parce qu'ils sont méchants, mais juste parce que les événements sont produits d'une certaine manière, les invasions, les guerres civiles, etc. C'est ça, certainement, par exemple, en termes de politique, la vision, il y a une vision qui est très, très, très fréquente chez les anglo-saxons, puis qu'on trouve chez Hobbes, qui est que les êtres humains sont des monstres absolus et qu'il faut gouverner par la terreur pour briser la volonté individuelle, et c'est la seule manière d'avoir la paix. Puis ça, c'est progressiste, dans ce discours-là. OK? Puis, moi, je crois pas ça, voyez-vous. Mais c'est ça, il y a ce genre de supposition-là qu'on a très, très, très souvent de manière implicite dans le discours politique anglo-saxon, puis qui est une genre de... qui est un a priori, en fait, qui est souvent pas réexaminé, qui est juste pris pour acquis, parce qu'il est tellement fondamental dans la pensée politique anglaise. Puis, c'est ça. Puis donc, bref, fait que c'est pour ça. Puis, ça se confirme, ça se constate, par exemple, de manière particulièrement là, transparente, quand on lit le Hobbes, le Léviathan de Hobbes, j'en ai parlé dans d'autres vidéos déjà, c'est vraiment déconcertant, le Léviathan. Je le relirai peut-être rapidement, peut-être pas au complet, juste pour m'assurer là, que, parce que ça fait quand même un bout que je l'ai lu, là, juste pour voir si je trouve la même chose aujourd'hui. Si c'est pas le cas, je vous le dirai. Hein. Mais non, là, c'est ça, c'est une apologie de l'État comme instrument de terreur légitime. L'idée, c'est qu'il faut terrifier et briser la volonté individuelle pour assurer la paix et le bonheur universel. Puis c'est ça. Ce n'est pas mon avis. Mais bon, puis là, après ça, on embarque... mais je l'ai mis sur la liste. Parce que c'est cette époque-là, puis dans les auteurs qui suivent, il y a un dialogue forcément avec Hobbes, là, parce que j'ai mis beaucoup d'auteurs anglais, parce que là, on va arriver bientôt dans l'âge d'or de la pensée politique anglaise. Donc, mais juste avant ça, j'ai mis les œuvres complètes de Spinoza en Pléiade. J'ai très, 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 très hâte de me taper ça. J'ai jamais vraiment lu Spinoza, mais beaucoup de gens en font un éloge dithyrambique, et ça devrait vraiment, vraiment être extrêmement cool. Très hâte de lire Spinoza. Ensuite, donc c'est ça, les fameux anglais, Locke, Berkeley et Hume.
Je vous épargne tous les titres, là. J'ai mis une dizaine de titres en tout. Dialogues Concerning Natural Religion, Treatise on Human Nature, Essay Concerning Human Understanding. Tous ces auteurs-là là, qui sont très, très... tous les essais sur, justement, des essais sur la nature de la raison qui ont été extrêmement fondateurs, puis que j'ai mis en bonne partie parce que tout ça nous mène à Kant, donc dont je parle dans un instant. Mais c'est ça, j'ai mis Locke, j'ai aussi mis Leibniz. Celui-là, il n'y a pas de Pléiade. En fait, je crois que les œuvres complètes n'ont pas été publiées parce qu'il y en a tellement, puis que c'est très confus. Donc, fait que j'ai mis quelque chose comme 2000 pages de Leibniz à gauche et à droite. Mais ça, lui, c'est plus métaphysique, si on veut. Mais justement, donc j'ai ça, mais j'ai les traités de politique de Berkeley. J'ai aussi les deux principaux traités politiques de Rousseau, à savoir Contre social et Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Donc, c'est ça. Mais c'est principalement les Anglais ici. Puis ça devrait être hyper intéressant, même si je soupçonne que leur point de vue sera assez différent du mien, mais j'ai très hâte de lire ça. Puis, justement, comme je disais, je les ai mis au programme parce que ça nous amène au dernier grand jalon de notre corpus philosophique pour cette année, pour 2026, à savoir les œuvres complètes de Kant. Qui reposent beaucoup, par exemple, entre autres sur justement Hume et Berkeley, ces gens-là. Et donc, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, etc., la faculté de juger, etc., etc., 5000 pages en Pléiade. Celui-là, j'ai pas mal le projet de me le taper au complet. Ben, il y a des notes là-dedans. Tes Pléiades, c'est jamais aussi long que ça, parce qu'il y a 200 pages de notes, puis il y a des commentaires, puis des préfaces. Mais c'est ça, le projet pour cette année, le gros objectif, puis on se tape tout ça en partie pour en arriver à lire Kant. Et rendu là, on devrait avoir un assez bon bagage. Ça devrait nous faciliter la lecture, c'est ce qu'on espère. Ça aussi, j'ai vraiment extrêmement hâte. Ça devrait être le fun. Puis ça complète notre survol du corpus philosophique pour cette année. Puis j'ai mentionné que ça faisait 72 livres, mais en vérité, le calcul est... C'est pas le vrai chiffre parce que justement, Kant, il y a des petits écrits là-dedans, il y a des petits essais, ça fait qu'à un moment donné, ça devient difficile de compter. Fait que c'est ça. J'ai compté pour Kant 7 livres en tout, là, mais il y en a des cours, puis il y en a un que c'est juste autres écrits. Là. Fait que c'est pour vous dire que même 72 livres, c'est approx, là, c'est plus que ça... dépendamment de comment est-ce qu'on compte, mais c'est pas bien grave. Okay? Donc c'est ça. Fait que ça nous fait 25 000 pages, 772, d'après mon fichier Excel, de philo pour cette année. Puis l'année prochaine, je pense que ça va être Hegel et Nietzsche. On t'en reparlera l'année prochaine. Bon, puis là, après ça, on est rendu au reste de notre corpus. Pas corpus, mais le reste de ce que j'ai prévu lire pour cette année. Donc, très rapidement, j'ai mis 6 livres d'historiens de l'Antiquité qui sont ici. C'est 6 livres, mais il y en a 3 que c'est Xénophon. Fait que j'ai mis Tacite, les Annales, un historien romain, qui est lui, qui vient après les autres, mais j'en parle en premier parce qu'il n'y en a rien qu'un. J'ai pas mis Tite-Live, j'ai pas mis toutes les autres, là, parce que les autres romains, j'ai pas mis Suétone, lui, je l'ai déjà lu, c'est super bon, là. Parce que j'ai l'intention d'apprendre le latin, ça fait que déjà que j'ai beaucoup d'affaires à lire cette année, je m'y retaperai en latin. C'est ça l'idée. Ça devrait être pas mal le fun rendu là. Mais j'ai quand même mis les Annales de Tacite, parce que Victor Hugo dit que les hommes comme Tacite sont malsains pour l'autorité. Citation en 4e de couverture chez Garnier. J'ai trouvé ça sympathique. On va lire ça. Et aussi, je soupçonne que c'est un ouvrage qui va nous en dire beaucoup sur la décadence des républiques, le déclin des empires, ce genre de choses-là. Puis évidemment, une raison de lire tout ça, c'est pour ça. Parce que quand on lit ça, le peu que j'ai lu à date, là, certainement, par exemple, chez Aristote, il y a la Constitution des Athéniens. Là. Puis chez... bon, c'est ça, les historiens, j'ai mis les chroniques, l'histoire de
d'Hérodote. J'ai lu le premier livre à date. Et puis, ben c'est ça, quand on lit ça, on constate en vérité que ce qui se passe présentement, ça fait tout le temps ça, en fait. Là. C'est pas la première fois du tout que ça arrive. Okay? Quand il y a, c'est ça, quand on a à moins qu'il y ait un régime, sauf pour les régimes politiques qui sont basés sur l'entraide, le partage et le don, puis déjà ça, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais à moins que les besoins de tout le monde soient... à moins que tout le monde ait à manger par défaut, puis un endroit où rester par défaut, de la dignité, puis des vêtements, tout le monde, à moins que les besoins économiques de tout le monde soient assurés par défaut, de la dignité et sans contrainte, esclavage, etc. T'sais. Sauf pour ce genre de société-là, ben, règle générale, la plupart des sociétés ont tendance à avoir des genres de classes sociales, où est-ce que tu as des pauvres, tu as la classe moyenne, tu as les riches, puis il y a ceux en dessous qui font que tout ça, ça marche. Les esclaves, par exemple, les serfs au Moyen Âge. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup les immigrants clandestins, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Parce que l'économie repose sur eux. Là. Puis pourquoi ils reposent sur eux? Parce qu'ils n'ont aucun droit. T'sais? Fait qu'on a bien beau faire des chansons, dire que c'est merveilleux. La réalité, c'est pour ça qu'ils en font rentrer autant. C'est parce que ils ne payent pas. Ça fait de la main-d'œuvre à bon marché. C'est ça, puis ils sont pas. Un statut légal douteux, ben c'est ça, il y a tout le temps des gens comme ça. Dans tout système où il y a un écart marqué entre les... Tout système où il y a des gens qui ont faim le soir finit en dictature. C'est ça la version courte. Okay? Finit en tyrannie. Okay? Des fois, c'est des aristocraties ou des oligarchies, là, justement, puis bon, peu importe, là, je vous en reparlerai dans le courant de l'année, mais c'est ça, puis pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est transparent que c'est ça que ça fait, puis on le sait parce qu'on peut lire ces livres-là, où c'est arrivé des tonnes de fois, des dizaines de fois, puis c'est ça, là, on se dit, on imagine que nos trucs à nous sont des révolutions de la psyché ou de l'histoire, des affaires qui ne sont jamais arrivées, c'est banal, là. C'est ça, parce qu'éventuellement, l'écart entre les riches et les pauvres devient trop grand, puis les riches obtiennent ça parce qu'ils soudoient la classe moyenne. T'sais. C'est ça, ils leur donnent de l'argent pendant un bout, puis tu peux t'acheter tes deux piscines, puis tes quatre voitures, puis ton chalet, puis tes maisons, puis tu vis dans le confort et l'abondance, puis tu dis, OK, ben, le système est juste, puis les gens sont exploités, c'est peut-être parce qu'ils le méritent, puis ça dure comme ça, une couple de générations, puis éventuellement, la classe d'oligarques ou de milliardaires, ou peu importe, décide qu'il veut tout le pognon, qui a toujours été son objectif de toute façon, puis il devient une dictature, ou c'est ça, une tyrannie, ou une oligarchie déclarée. Puis on est là-dedans. C'est ça. C'est là-dedans qu'on est, c'est ça qui se passe. Puis c'est ça qu'on lit là-dedans, c'est ça qu'on voit à travers l'histoire. Puis c'est ça l'intérêt, en bonne partie. Puis je rajoute, c'est ça que ces régimes politiques-là, un régime basé sur ce qu'on va appeler ici l'injustice, regardez ça court, là, ben, ils ont tendance généralement à avoir des empires. Puis évidemment, un empire est toujours criminel. Pas devant la loi toujours, mais moralement. Ce n'est qu'une accumulation de crimes, un empire. C'est envahir du monde, tuer du monde, terroriser des gens, pour les obliger à dire, à faire ce que tu veux, puis pour te mettre riche, là, pour assurer le confort de la classe moyenne. C'est ça que c'est un empire, c'est à ça que ça sert. OK? Bon, ben c'est ça. Ben, un empire, c'est ce qu'on apprend chez les Thucydides, c'est ce qu'on apprend chez les Romains. Ça mène inévitablement à une corruption de la société au complet. Puis, c'est ça, l'empire et la pourriture dans le tronc d'arbre, essentiellement, qui fait que l'arbre finit par s'effondrer. C'est ça le truc. Puis l'intérêt de lire donc les auteurs grecs, c'est parce que justement, c'est hyper bien documenté, souvent ultra intéressant, c'est rigolo, c'est amusant la manière que c'est écrit, c'est intéressant, c'est ça l'idée. Les anecdotes sont hyper intéressantes, puis c'est très proche à beaucoup de points de vue. Les mentalités sont différentes, mais c'est très proche à beaucoup de points de vue de notre réalité. Fait que c'est hyper intéressant. Fait que c'est pour ça que j'ai mis mon programme de lecture des classiques de l'histoire. Puis c'est ça, donc Hérodote, Thucydide, la guerre du Péloponnèse, donc sur l'effondrement de la République athénienne, à cause de leur empire essentiellement, puis les 3 livres de Xénophon, je ne sais pas si je vais me les taper au complet, mais il y a des grands bouts, il y a une apologie de Socrate, il y a justement une République des Athéniens,
République des Lacédémoniens devrait être super intéressant. Une apologie de secret, je pense que je l'ai déjà dit. Puis, évidemment, il y a la célèbre Anabase, donc sur la retraite, je me rappelle pas trop quelle armée, pendant, je crois, la guerre contre les Perses, mais je suis pas certain. L'Anabase, qui est un des textes les plus légendaires de l'histoire de l'Antiquité, puis qui a inspiré, entre autres, The Warriors, là, de Walter Hill, qui est un de mes films préférés, avec les gangs de rue à New York, là. Ben, c'est carrément basé sur l'Anabase là, de Xénophon. Fait que ça aussi, ça devrait être assez amusant. Fait que tant qu'à me taper les Grecs, ben, on va se taper ces historiens-là. On s'en reparlera. Fait que, ensuite, le reste de notre corpus de lecture pour cette année, puis encore une fois, on est dans les bonus, j'ai mis un petit livre sur l'alchimie de Marie-Louise von Franz, qui est une disciple de Carl Jung. Il est... je sais pas ce qu'il est. Mais, il est là. Puis Marie-Louise von Franz, c'est sa disciple de Carl Jung. Elle est absolument brillante. Là. Donc, il y a des vidéos avec elle sur YouTube que vous pouvez regarder, des entrevues, mais il y a beaucoup de textes justement sur la mythologie, puis l'alchimie, etc., les contes de fées. Puis c'est tellement intelligent, puis c'est tellement intéressant, puis c'est aussi extrêmement facile à lire en vérité. Là. C'est pas des traités de vulgarisation, mais c'est juste écrit dans un langage que généralement que tout le monde va comprendre en vérité. C'est dans un langage que monsieur, madame, tout le monde va comprendre. Il y a ici beaucoup des entretiens, des entrevues, là, des questions et réponses pendant une de ces conférences. Ça fait que c'est extrêmement intéressant, puis c'est justement des observations sur la signification, si on veut, le lien entre l'alchimie et les processus psychiques, donc le truc jungien. Mais c'est ça, la version de Marie-Louise von Franz, j'ai commencé à lire déjà. C'est hallucinant comme c'est bon. Ça vaut vraiment la peine. Ça fait que justement, on parlait de Jacob Böhm tantôt, puis tous ces gens-là, ben c'est ça, là. Puis même la physique d'Aristote dont je parlais, ben c'est ça. Ça, c'est une table, c'est pour cette direction-là. Fait que je l'ai mis. Puis après ça, bon, l'élite cannibale, j'en parlerai cette semaine quand je ferai mon bilan de lecture parce que je l'ai fini hier. C'est un livre c'est une critique marxiste marxiste et anticoloniale de ce qu'on a appelé le wokisme. Et donc, voilà, je l'ai lu. Il y a des bonnes idées, il y a des trucs, je pense, qui marchent moins bien, mais c'est une lecture intéressante. J'en reparle plus tard dans une autre vidéo cette semaine. Ensuite, Capitalisme, Socialisme et Démocratie de Schumpeter, qui est quelque part là-dedans. Qui est ici. Voilà, Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Puis j'ai aussi mis L'origine du totalitarisme de Hannah Arendt. Et parce que c'est en lien avec l'état de la société présentement, parce que ce sont Hannah Arendt et Schumpeter sont des penseurs qui en ont long à dire, puis qui nous fournissent beaucoup d'outils intellectuels extrêmement précieux sur l'explication des sociétés autoritaires et ce genre de choses. Puis aussi la démocratie dans le cas de Schumpeter. J'en reparlerai. Puis pourquoi est-ce que... de mémoire, le point de vue de Schumpeter, en gros, qui était il était un pro-capitaliste. Il n'était pas pro-socialiste, Schumpeter, mais son point de vue, c'était que le socialisme devait et allait triompher historiquement, qu'il n'y avait pas le choix, en fait, d'arriver. Qu'est-ce que lui appelle socialisme? On s'en reparlera quand je l'aurai lu, parce que c'est le genre de questions qui est assez importante. Mais c'est ça, mais il mentionne par ailleurs aussi que la démocratie et le capitalisme sont interreliés, que le mode de production capitaliste est consubstantiel, en quelque part, de la démocratie. Ce que les capitalistes disent, mais de manière idéologique. Ils te le disent pour te vendre que le capitalisme est bon et pro-liberté, tout ça, évidemment. C'est pas vrai, là. Arrêtons de déconner. Donc, c'est ça. Précisément parce qu'il repose sur l'impérialisme. Tu ne peux pas avoir de capitalisme sans impérialisme. Encore une fois, sujet pour un autre jour. Mais c'est pour parler de ces sujets-là en meilleure connaissance de cause qu'on va lire ça. Puis je mentionne incidemment que Origine du totalitarisme que j'ai mis sur la liste, je vais le lire très bientôt en parallèle avec Starship Trooper de Robert Heinlein. Puis là, on va commencer à entrer dans la science-fiction parce que Starship Trooper, entre autres à cause du film de Verhoeven, est rentré dans l'imaginaire collectif comme un film, puis un livre
en particulier un livre carrément fasciste. Puis, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, puis à tort et à raison, fasciste. C'est un terme qui a tellement une puissance d'évocation forte, là, qu'on s'en sert comme synonyme de dictature, puis de tyrannie, puis d'un paquet d'affaires comme ça. Puis ça contribue beaucoup aux troubles qu'on a présentement, parce que il y a une nuance importante, il y a des distinctions importantes. Puis c'est pas parce que le fascisme, c'est un type de tyrannie. Puis évidemment, c'est mal. OK? Évidemment, ce n'est pas cool. OK? Mais c'est pas ce qu'on pense que c'est. Puis beaucoup de gens, par exemple, parlent du régime politique actuel, bon, aux États-Unis, par exemple, puis beaucoup de gens vont dire que c'est fasciste. Puis je comprends pourquoi est-ce qu'ils disent ça, mais c'est une erreur. Puis c'est une erreur. Puis je dis que c'est une erreur parce que c'est contre-productif. Particulièrement si vous êtes, si vous êtes critique là, de l'administration américaine, parce que c'est une tyrannie. C'est ça le truc. C'est à toute la pratique une dictature et c'est une tyrannie dans le sens classique. L'Amérique actuelle est une tyrannie. Bon, une vraie, là. OK? Mais ce n'est pas un pays fasciste. Puis pourquoi? Ben à cause de ce que Schumpeter dit, qui est parce que on n'est plus dans le mode de production capitaliste présentement. Okay, c'est ça la version courte. Mais ça, c'est l'intuition générale, c'est le propos général. Puis c'est justement, c'est intéressant de voir comment est-ce que... c'est ça, Starship Trooper, en vérité. Je vais le lire, puis je ferai une vidéo. C'est ça, je vais lire cela bientôt parce que je veux faire une vidéo là-dessus, parce que je pense que c'est important, puis aussi c'est super intéressant. Mais, ben voilà, tu sais, quand tu lis justement comment c'était à Sparte, Sparte c'était une république, puis justement quand tu lis Platon ou Aristote, Platon en particulier, je pense qu'il en parle, dans justement les lois, ben, c'est ça, le modèle de Starship Trooper, ça a plutôt l'air d'être Sparte, puis Sparte, c'est une république. C'est juste que c'est une république militariste où seulement les gens qui font le service militaire ont le droit de vote, grosso modo. Mais puis Athènes, il y a de ça quand même. C'était plus à Sparte, là, mais c'est ça. Là, je veux dire, le service militaire était... quoi, je comprends. Ah, ben pas. L'idée, c'est que c'est justement... c'est que Sparte était pas ce que nous, on pense comme étant une république ou une démocratie, mais en vérité, c'en est une. C'est un type de république et de démocratie. Puis ce genre de nuance-là est important parce que ça éclaire des zones d'ombre dans nos propres raisonnements qui font qu'on tombe dans les pièges qui rendent la tyrannie possible ou l'oligarchie possible. Voyez-vous ce que je veux dire? Fait que j'en parlerai encore une fois, mais c'est ça, c'est vraiment des... On a comme l'idée que si on traite pas le gars de fasciste, c'est comme si on trouvait qu'il était cool ou positif. Puis c'est pas ça du tout, là. C'est un tyran, Donald Trump. Bon, puis ça gagne, OK? Mais des oligarques et des tyrans, puis des bandits. Mais fasciste, c'est un truc technique, OK? Puis la distinction est importante. Puis elle est importante aussi parce que si on s'attend à voir ce que notre image mentale du fascisme imagine, ben c'est ça, quand ça arrive dans la vraie... Tu sais, il y a des trucs qu'on reconnaît pas, il y a des pièges qu'on verra pas, il y a des problèmes réels qu'on ne saura pas comment analyser ni comment comprendre, puis nos analyses vont aller dans des directions qui vont être contre-productives, puis parce que les enjeux sont tellement gros, ben c'est ça, c'est important de se démêler. Fait que c'est un peu ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'on va lire tout ça, puis en plus, bref, c'est ça, Starship Trooper, je suis quand même curieux de lire. Voilà, donc c'est pour ça. Ensuite, là, on a presque fini notre liste, dans le sens qu'il en reste quelques dizaines, mais allons vite. OK, Mets tes pensées chez les Grecs, ça a l'air super intéressant. J'ai ramassé ça, je suis en bouquiné, c'était pas longtemps. Ça a vraiment l'air hyper cool, je vous en parlerai. J'ai mis 4 livres sur l'art d'écrire et le marketing des livres, parce que j'écris des livres. En tout cas, je suis en train de finir un roman, puis là, j'ai vraiment décidé de mettre l'accent là-dessus. Pour l'avenir prévisible, pour les prochaines décennies. J'ai décidé d'écrire beaucoup. Et donc, fait que j'ai mis Stein on Writing, Comment écrire des histoires d'Elisabeth von Arbour, parce que j'ai écrit beaucoup de la science-fiction. Puis ça, d'une couple de livres de marketing, là, dont je vous parlerai quand j'aurai mes bilans de lecture. Ensuite, j'ai mis 5 classiques de la littérature pour écrire mieux, parce qu'on baigne dans l'anglais à journée longue, puis l'anglais et le français sont des langues distinctes.
Puis, même si le franglais est bien à la mode, euh, je, je ne suis pas trop franglais. Faites comme vous voulez, là, mais c'est pas mon genre. Moi, je préfère écrire, c'est ça, écrire en français. Puis, il y a une partie des anglicismes que c'est correct, comme n'importe quoi, n'importe d'autres langues. C'est normal, là, mais il y a une différence entre normal puis 3 mots sur 4 sont des mots en anglais, puis on utilise les verbes en anglais, on les conjugue même pas, puis, tu sais, c'est juste mettre de l'anglais partout parce qu'on trouve ça cool. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a un empire, là. C'est juste pour ça qu'on trouve ça cool. Dans la vraie vie, là, psychologiquement, là, je vous le dis, je vous vends le punch, la raison. Pour que tout le monde, gauche et droite, trouve que c'est merveilleux, c'est parce qu'ils sont riches et puissants. C'est pour ça. OK. Bon. Mais moi, j'écris. OK? Puis j'écris en français parce que c'est ma langue, pas parce que c'est une meilleure langue qu'un autre. OK? Puis en vérité, j'en écrit des textes en anglais. T'sais. J'ai une chaîne YouTube en anglais, je suis pas contre, là. OK, mais c'est deux langues séparées. T'sais. Puis chaque langue a ce qu'on appelle son génie, ses mécanismes. T'sais. Puis quand tu veux utiliser une langue, faut que tu reposes. Tu sais, c'est ça. Je veux lire plus de classiques pour écrire mieux. C'est ça la version courte. Puis aussi parce que c'est le fun. Puis c'est les classiques, on les trouve toujours. Je veux dire, quand on en lit très souvent, on se rend compte, encore une fois, pourquoi autant de gens en ont parlé avec autant d'affection. C'est parce que c'est bon. Tu sais, c'est pour ça. Fait que j'ai mis l'Odyssée d'Homère, que j'ai toujours pas lu, mais l'Iliade, j'avais tellement aimé ça. Puis c'est ça, je l'ai jamais lu, c'est gênant, ça fait que je vais le lire cette année. Le Comte de Monte Cristo, Madame Bovary, Boule de Suif, et le premier tome des Mémoires de Saint-Simon. J'avais, dans mon plan initial pour le projet philo, je l'avais mis comme lecture complémentaire, j'avais mis les tomes au complet, là, ça fait quelque chose comme 10 000 pages. Je ne sais pas, 8 tomes, 6 ou 8 tomes. Mais c'est ça. J'ai déjà beaucoup de trucs à lire cette année. Fait que, premier tome des Mémoires de Saint-Simon, qui a énormément influencé, je pense. Certainement Marcel Proust, Stendhal aussi. Beaucoup d'auteurs du 19e siècle ont beaucoup aimé Saint-Simon. Donc, courtisan là, de l'époque de Louis XIV, puis les coulisses de la cour de Louis XIV, puis tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. Je l'ai lu une couple de chapitres, c'est vraiment très, très, très intéressant. Ensuite, j'ai mis 3 James Bond, parce que dans mes projets, à part les projets... c'est ça. Puis là, on embarque rapidement dans mes autres projets de lecture. J'ai le projet de James Bond, où est-ce que je lis tous les James Bond dans l'ordre, puis je suis rendu au 5e, je pense, qui est From Russia with Love. Ça fait un bout que je n'ai pas lu. J'ai lu Diamonds Are Forever cette année. Puis lui était un peu moins bon, mais c'était quand même très cool. Puis à date, les James Bond, moi j'adore ça. C'est vraiment... Et puis pour un écrivain, c'est vraiment rempli de savoir-faire. C'est juste excellent, les James Bond. Ça a pogné, c'est pas pour rien. C'est excellent. Ça se lit super vite. Fait que j'ai mis From Russia with Love, Dr. No et Goldfinger. Donc je pense que c'est le 5e, le 6e et le 7e. Ensuite, j'ai mis une sélection d'auteurs dont j'ai le projet de lire les œuvres complètes ou à peu près. Donc j'ai mis 2 Michael Moorcock. The Sundered Worlds, qui est le premier livre du multivers, c'est un de ses premiers livres, là, c'est 160 pages. J'ai commencé à le lire, honnêtement, c'était pas ordinaire, mais ça se lit vite, faut que je veuille. C'est ça. Puis Moorcock, je veux toutes les lire parce que adolescent, c'était mon auteur préféré, puis j'ai encore énormément d'affection pour lui, puis c'est ça, le roman sur lequel je travaille présentement, dont je m'apprête à finir le premier jet, c'est de la fantasy, puis c'est énormément basé sur Moorcock, là. Puis l'autre que j'ai mis de Moorcock, c'est Revenge of the Rose, qui est un des romans d'Elric, le nécromancien, que j'ai vraiment beaucoup aimé, là, c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec Moorcock, quand j'avais à peu près 17 ans. Puis ça, c'est un des romans qu'il a écrit une couple de décennies après cette première hexalogie, ses premiers 6 romans. Fait que c'est ça. Donc, ça devrait être amusant. J'ai mis un Philippe K. Dick, ici Dr. Blood Money, mais peut-être que j'en lirai un autre. Philippe K. Dick, je pourrais lire n'importe quel que j'ai pas lu encore. Ceux-là, je vais tous les lire aussi. J'ai mis un Alfred Bester, qui est Starburst. Ah ouais, ben c'est ça. Ceux-là, je les ai tous ici physiquement. Ben, c'est ça. On rentre dans ceux. À partir de là, c'est juste de la science-fiction et de la fantasy, en fait, en gros. Donc, une anthologie de Robert Howard. Il y a toute une série chez Del Rey. Prodigieuse anthologie. Robert Howard, c'est un autre gars qui écrit
Si on écrit de la science-fiction et particulièrement de la fantasy, il faut absolument lire ça parce que c'est hallucinamment bien écrit, puis c'est beaucoup plus profond qu'on ne le croit. Je pense que Moorcock n'est pas de cet avis-là, je pense que lui, il pense que c'est un gros demeuré. Mais moi, j'adore ça. Les Conan en particulier, j'étais très impressionné, là. La fille du géant des neiges, je sais pas trop quoi, là. Puis la statue du dieu éléphant ou un truc comme ça, c'est des histoires là, hallucinamment autant efficaces que remplies de rebondissements, qui ont une profonde résonance là, poétique. Là. Fait que les Conan, c'est pas tout demain, c'est pas bon, toujours bon comme ça, c'est pas tout bon à ce niveau-là. Mais c'est ça, Robert Howard en général, j'en ai lu quelques-unes déjà là-dedans. Là. C'est toujours extrêmement habile, bien écrit. T'es capable d'établir une scène puis un personnage en 3 mots, 2 lignes. Fait que c'est vraiment excellent. C'est ça la version courte. Le Robert Howard avec Lovecraft puis Clark Ashton Smith, là, c'est les 3 grands de Weird Tales. Ça, c'est les 3 grands auteurs de Weird Tales. Donc, chacun mérite sa place là, dans le triumvirat de l'étrange. Puis, c'est ça, Robert Howard, c'est ça, j'en ai mis un cette année, c'est 500 pages. Je les ai, je veux les lire, c'est bon. OK. Les autres, rapidement. James Bond, il est là. Goldfinger, puis l'autre James Bond, je pense qu'il est. J'ai mis un Ray Bradbury, Golden Apples of the Sun, donc c'est des nouvelles. Ray Bradbury, j'en ai mis une couple de ces nouvelles. C'est vraiment un maître de la nouvelle, un grand maître, encore une fois. Beaucoup de ces textes-là, il y en a que c'est pour ma culture de science-fiction, mais il y en a aussi que c'est comme écrivain. Là. Puis Ray Bradbury est un maître de l'écriture et essentiellement, tous ses écrits sont riches de leçons là, à méditer puis à absorber juste. C'est un maître, puis il faut étudier ça pareil qu'un peintre étudie les peintures de Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Là, donc c'est ça. C'est ça. Ray Bradbury, c'est ce niveau-là. J'ai mis Orsinian Tales de Ursula Le Guin. Celui-là, je l'ai mis à moitié. C'est parce qu'en fait, il y a un projet, lui puis The Dispossessed, que j'ai toujours pas lu. Ça c'est certain que je lis cette année, par exemple. Il y a The Dispossessed fait partie du cycle dit Hainish, là, de la culture Hain, qui est une série de, je pense, 8 romans à peu près, dont fait partie, par exemple Main gauche des ténèbres, que j'ai lu, que j'ai adoré. Ursula Le Guin, j'aime tout le temps ça. C'est de loin dans mes autrices, si on veut, préférées. Puis Dispossessed, évidemment, c'est l'utopie ambiguë anarchique, là, anarchiste, tout le monde trouve ça à se garrocher par terre, malade mental, comme c'est bon. Fait que c'est ça, fait que je vais le lire cette année, mais justement, il y a un projet de lecture sur YouTube de lire tous les romans du cycle Hainish. Je ne sais pas si je vais le faire cette année parce que j'en ai beaucoup, puis ils sont dans des cartons, dans un entrepôt, là, ça fait que je les ai pas à portée de main, puis j'ai déjà beaucoup d'affaires à lire. Fait que c'est pour ça que j'ai mis Orsinian Tales, qui fait partie du cycle, mais l'idée est que je prévois lire 2 Ursula Le Guin, Dispossessed, c'est certain, puis celui-ci ou un autre, on verra. Ursula Le Guin, c'est ça, je veux dire, est bonne comme... En fait, c'est ça, la meilleure comparaison que j'ai dans la science-fiction avec Ursula Le Guin, c'est le niveau de qualité de Philippe K. Dick. C'est peut-être même encore meilleur que Philippe K. Dick au niveau de la profondeur, ce qui n'est pas peu dire parce que Philippe K. Dick est un génie transcendant pour lequel je n'ai qu'amour et respect et admiration. Puis le seul autre exemple vraiment de ce niveau-là, quoique Ray Bradbury y parvient en vérité, mais c'est les fameux frères Strugatsky. Puis lui, je ne l'ai pas dans ma pile parce que je ne l'ai pas physiquement, mais j'ai mis un titre des frères Strugatsky. J'ai choisi Hard to be a God, mais je vais peut-être en mettre un autre. L'idée est que c'est les frères Strugatsky qui ont écrit Roadside Picnic, puis un paquet d'autres trucs, là, Stalker, le film de Tarkovsky. Puis j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, eux autres, il faut que je me tape le truc au complet. C'est ce niveau-là de profondeur, les frères Strugatsky. C'est le niveau Ursula Le Guin ou Philippe K. Dick. Là. Encore une fois, dans un autre registre complètement, ils font pas le même... Ils racontent pas le même genre d'histoire avec le même genre de personnages, là, ils font leur propre truc. Mais c'est aussi profond que ça, c'est aussi brillant que ça, c'est aussi
poétique, comme on dit. Là, ça vient vraiment, ça vient nous chercher autant que ces auteurs-là. C'est brillant, brillant. Fait que j'ai mis un Strugatsky cette année pour au moins avancer le projet. Michael Moorcock qui est là. J'ai mis Henry Kuttner, c'est un disciple de Lovecraft, peu importe, là, je l'ai mis parce que je l'ai, puis j'étais curieux, puis je l'ai acheté, je me suis dit, je vais le lire. C'est des nouvelles de SF classique, Alfred Bester qui a écrit L'Homme démoli et Stars My Destination, Alfred Bester. Si vous n'avez jamais lu, puis vous aimez les romans de science-fiction, vous devez absolument vous taper au moins un des deux que j'ai mentionné. Là. En français, je ne sais pas c'est quoi les titres, là, mais c'est ça, Stars My Destination ou L'Homme démoli. Ça aussi, c'est bon comme ça. C'est bon prix Nobel de littérature, là, à mon livre à moi. C'est brillant, 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 drôle, bien écrit, indescriptiblement rempli c'est ça, imaginatif. C'est le niveau d'imagination de Philippe Cadic, mais plus en colère, fondamentalement, c'est ça. Alfred Bester, c'est un peu comme Philippe Cadic, mais plus colérique que dépressif, si on veut, qui est un peu plus latal à Philippe Cadic. Quand on en lit beaucoup, là, ça devient dépressif un peu. Là. Bref, c'est ça. Puis ici, c'est un recueil de nouvelles, celui-ci. Donc, Bester a écrit moins de livres que les autres auteurs que j'ai mentionnés. Puis on dit que, genre 5-6, quelque chose comme ça. Puis on dit que certains sont moins bons. Mais certainement les nouvelles, celle-ci, je pense que ça devrait être pas pire. En tout cas, bref, c'est tellement bon, je vais les lire, puis je vous en reparlerai. Ça devrait être pas pire. J'ai aimé le Wendigo de Blackwood, parce que c'est dans le style horreur vaguement, dans la talle un peu Lovecraftienne, même si ça date d'avant Lovecraft. Et c'est un grand classique, puis ça aussi, je considérais que j'aurais dû l'avoir lu depuis longtemps, c'est pour ça que je l'ai mis. J'ai mis un Perry Rhodan. C'est le deuxième, j'en ai plein des Perry Rhodan, mais le premier, j'avais beaucoup aimé ça, c'est la littérature de genre. C'est de la lecture légère, là, c'est pour nous changer de Emmanuel Kant, puis ces gens-là. Fait que je suis curieux de le lire, puis aussi, juste au niveau écrivain, encore une fois, c'est pareil comme les Doc Savage, j'en ai pas mis, mais si j'en trouve cette année, je vais peut-être m'en taper une coupe, parce que c'est le genre d'auteur, comme les James Bond, là, il y a des techniques d'auteur mal vues, si on veut, d'auteurs non prétentieux, grand public, roman de gare, mais il y a des techniques là-dedans qui sont en vérité extrêmement efficaces, puis qui sont des techniques qui ne détonnent pas avec celles de Dumas, en vérité. C'est des feuilletons, là, c'est des romans d'aventure, Alexandre Dumas. Là. Puis pourquoi c'est aussi bon que ça? Ben parce que c'est écrit suavissivement, c'est hallucinamment bien écrit, puis les personnages sont cool, puis tout ça. Les intrigues, c'est bon, mais ça marche aussi, l'Alexandre Dumas, parce que c'est des feuilletons avec des rebondissements, puis des combats, puis des aventures, puis des affaires comme ça. Bon, fait que ça fait partie là, du savoir-faire puis du métier, particulièrement si on écrit l'imaginaire, c'est mon cas. Ça fait que c'est pour ça, puis ça aussi parce que je me tape des affaires lourdes puis des affaires sérieuses. Là, ça, c'est le contraire, Perry Rhodan. Fait que ça devrait être rigolo. James Bond, Dr. No, le Michael Moorcock qui est là, puis le Philippe Cadic ici, Dr. Blood Money, c'est celui-ci. Et le dernier... Ah non, il y en a d'autres là. Mais on achève. Les 4 derniers livres. Donc, le premier livre de Lankmar de Fritz Leiber, le Gray Mauser, puis l'autre gars, là. Je les ai jamais lus, ça a l'air excellent. Tout le monde dit que c'est bon. J'ai très hâte de lire ça. Puis ça aussi, je lis un peu parce que j'en fais. Puis à un moment donné, il faut que tu saches ce que les gens ont écrit, particulièrement quand c'est des grands classiques puis des grands chefs-d'œuvre, puis que tout le monde dit que c'est génial. C'est le cas ici. Je pense que c'est 3 nouvelles assez longues. Ça devrait être très amusant. J'en ai toujours entendu un paquet de trucs très élogieux. Je le saurai enfin. Ça devrait être très bon. J'ai mis The Road de Cormac McCarthy parce que ça aussi, c'est un livre que j'aurais dû lire depuis très longtemps. Puis c'est ça, je suis tanné de me faire dire t'as pas encore lu ça. En plus, apparemment, ça se lit très vite, donc c'est ça. Puis Cormac McCarthy, je crois, j'en ai lu un, je suis certain, peut-être 2. J'avais lu certainement All the Pretty Horses et j'avais beaucoup aimé ça. Ça m'a beaucoup touché. Et donc, il y a un style assez particulier. Si vous l'avez lu, vous le savez. Là. Il n'y a pas de ponctuation, etc.
Mais bref, j'ai mis Cormac McCarthy parce qu'il faut l'avoir lu, puis ça devrait être très bon, même si c'est un peu dépressif, mais c'est de la science-fiction. J'ai mis la... Comment ça s'appelle? La Horde du Contrevent de Damasio, que mon ami Guillaume m'avait donné en plus en cadeau. Fait que je vais finalement le lire. Beaucoup de gens en disent beaucoup de bien. Je le lirai enfin, 700 pages de pur bonheur. Et le dernier que j'ai mis, c'est Fire Upon the Deep de Bernard Vinge. Il y a un gars sur YouTube qui se spécialise dans les livres de science-fiction. J'oublie son nom, mais une excellente, il est en anglais, là, mais une excellente chaîne dédiée aux romans d'imaginaire principalement, surtout science-fiction, mais parfois fantasy. Puis il arrête pas de dire à quel point c'est bon. C'est dans genre son top 10 de romans. Il y a 2 livres en fait dans la série. Puis je crois comprendre que c'est un univers futuriste avec 1000 millions de cultures qui sont décrites, des cultures extraterrestres vraiment différentes, qui interagissent entre elles, mais le degré, encore une fois, de génie dans la création de ces races extraterrestres-là, puis le niveau de différence culturelle, je ne l'ai pas lu, fait que je ne peux pas comparer, mais quand j'ai vu Arrival, l'étrangeté des extraterrestres, le niveau de différence avec ces extraterrestres-là, puis leur manière de penser, puis leur manière d'écrire, etc., entre eux autres, puis entre les humains, bon, dans Arrival, ce niveau-là, puis le niveau de profondeur, encore une fois, de ces cultures-là, c'est le genre de thème, moi, qui m'interpelle beaucoup, qu'on a, d'une certaine manière, chez les frères Strugatsky aussi, etc. Apparemment, c'est quelque chose comme ça qu'on a là-dedans. C'est une histoire d'un space opéra à très, très, très vaste échelle. Bref, en gros, c'est ce que j'ai entendu dire. Il paraît que c'est à se garrocher par terre, et donc, je le saurai enfin. Alors, tout ça, c'est une pile de livres. Et cette vidéo interminable qui vous les a présentés, c'est ça. Ça nous amène à quelque chose comme 40 000 pages et 115 livres à peu près que je prévois lire, 114 que je prévois lire cette année. Il y a toute une série bonus, là, titres livres, pas libres, j'en parlerai pas ici, c'est déjà assez long comme vidéo. Les vies de Plutarque, 2300 pages, je vais le lire peut-être, sûrement à un moment donné, mais pas cette année. Mais je l'ai quand même mis d'un coup, là, que je finis, j'arrive au mois de novembre, puis j'ai tout lu ça, là, puis je sais plus quoi faire de mes 10 doigts, là, j'en ai d'autres, là, Divine Comédie, des Joseph Conrad, ça, j'ai super hâte de lire ça, les romans de Conrad, j'en avais déjà lu une couple, là. Cœur des ténèbres, j'avais lu ça, mais je veux le relire, justement, là. Fait que d'autres Ursula Le Guin, bon. Mais pour cette année, c'est bien en masse. Ça fait que c'était ça notre programme de lecture pour cette année. Puis si ça vous tente de lire ne serait-ce que un ou deux de ces livres-là en même temps, on s'en reparlera en cours de route. Et puis, si vous avez votre propre liste de lecture, on me le dit. Comme on dit, laissez-moi dans les commentaires, vous me direz qu'est-ce que vous avez prévu lire cette année. Mais ça, c'est dit, cette année que je vous souhaite, nonobstant l'effondrement de la civilisation, cette année que je vous souhaite prodigieusement heureuse et remplie de santé et de bonheur et de l'accomplissement de vos projets et de merveilles et c'est ça, de rayonnant bonheur et d'amour et de toutes ces belles choses et longue et prospère. Portez-vous bien. À la prochaine!